Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas les seuls. Pendant des décennies, Michelle Obama a été un pilier inébranlable de force, de grâce et d'élégance, naviguant dans le tourbillon très médiatisé de sa vie en tant que première dame des États-Unis avec résilience et dignité. Mais derrière son sourire posé et le soutien dévoué à son mari, un nuage tempétueux planait, jetant une ombre de doute sur leur union apparemment idyllique. Aujourd'hui, à l'aube de sa 6e décennie, Michelle Obama brise enfin le silence, affrontant les rumeurs qui ont longtemps entouré son mariage et suscité l'intrigue, et rétablit la vérité sur son mari et leur vie ensemble à la Maison-Blanche. Avant de plonger profondément dans ces rumeurs, jetons un coup d'œil à la jeunesse de Michelle et Barack, à leur rencontre et à ce qui a donné naissance à ces rumeurs. Michelle a confirmé son enfance. Michelle LaVaughn Robinson est née le 17 janvier 1964 à Chicago, dans l'Illinois. Elle est la fille de Fraser Robinson III, qui travaillait dans une usine de traitement des eaux de la ville et était capitaine d'un bureau électoral démocrate, et de Marion Shields Robinson, secrétaire au magasin Spiegel's Catalogue. La mère de Michelle s'est consacrée à être femme au foyer à temps plein jusqu'à ce que sa fille atteigne l'âge du lycée. Les familles Robinson et Shields peuvent retracer leur lignée jusqu'à l'époque pré-guerre civile parmi les Afro-Américains vivant dans le sud des États-Unis. Du côté de son père, elle est descendante du peuple Gullah de la région de Low Country en Caroline du Sud. Son arrière-arrière-grand-père paternel, Jim Robinson, est né esclave en 1850 sur la plantation Friendfield près de Georgetown en Caroline du Sud. Il a obtenu sa liberté à l'âge de 15 ans après la guerre civile. Certains membres de la famille paternelle d'Obama vivent encore dans la région de Georgetown. Son grand-père, Fraser Robinson Jr., a construit sa maison en Caroline du Sud et, après avoir pris sa retraite, lui et sa femme LaVaughn ont déménagé de Chicago vers la région de Low Country. Du côté maternel, sa lignée inclut Melvinia Dosey Shields. Son arrière-arrière-arrière-grand-mère, née esclave en Caroline du Sud, mais plus tard vendue à Henry Wall Shields, un fermier possédant une ferme de 200 acres dans le comté de Clay, en Géorgie, près d'Atlanta. Le premier fils de Melvinia, Dolphus T. Shields, né pendant l'époque de l'esclavage vers 1860, était de descendance mixte. Les chercheurs ont utilisé des analyses ADN et d'autres sources pour suggérer que le père probable de Dolphus était Charles Marion Shields, un fils de 20 ans du propriétaire de Melvinia. Il existe des preuves suggérant que Melvinia et Charles ont peut-être maintenu une relation au fil du temps, étant donné que, après l'émancipation, Melvinia a eu 2 autres enfants métis et vivait à proximité de la famille Shields, adoptant finalement leur nom de famille avant de le changer plus tard. Melvinia s'abstenait généralement de parler du père de Dolphus avec les membres de la famille. Après la guerre civile, Dolphus Shields et sa femme Alice ont déménagé à Birmingham, en Alabama. Ils étaient les arrière-arrière-grands-parents de Robinson, dont les grands-parents se sont finalement installés à Chicago. De plus, certains de leurs descendants ont déménagé à Cleveland, dans l'Ohio, au cours du XXe siècle. Robinson a passé son enfance à résider au niveau supérieur d'une maison située au 7436 South Euclid Avenue, dans le quartier de South Shore à Chicago, louée par ses parents à sa grande-tante qui occupait le rez-de-chaussée. Selon Robinson, elle a grandi dans un foyer traditionnel où sa mère restait à la maison pendant que son père travaillait, et les repas en famille se tenaient généralement autour de la table à manger. Son école élémentaire était idéalement située à proximité, facilitant son accès. Robinson et sa famille s'adonnaient à des activités telles que jouer au Monopoly, lire et socialiser fréquemment avec les membres de la famille élargie des 2 côtés. Elle a reçu des cours de piano de sa grande-tante, professeure de piano, et a cultivé ses talents musicaux grâce à une pratique régulière. La famille Robinson assistait régulièrement aux services religieux à l'église méthodiste unie de South Shore, située à proximité. De plus, la famille partait parfois en vacances dans une modeste cabane située à White Cloud, dans le Michigan.
Robinson et son frère Craig, son aîné de 21 mois, ont notablement sauté la deuxième année scolaire. Le père de Robinson était atteint de sclérose en plaques, ce qui l'a profondément affecté. Par conséquent, elle était résolue à éviter les ennuis et à exceller académiquement. En sixième année, Michelle a rejoint une classe de surdoués à l'école élémentaire Bryn Mawr, plus tard connue sous le nom de Boucher Academy. Elle a ensuite fréquenté le lycée Whitney Young, le premier lycée à admission sélective de Chicago, qui a été établi en tant qu'institution à inscription sélective. Pendant son temps au lycée Whitney Young, elle était camarade de classe avec Santita, la fille de Jesse Jackson. Le trajet entre la maison de sa famille dans le South Side et le Near West Side, où l'école était située, représentait 3 heures de trajet aller-retour. Michelle se souvenait d'avoir été anxieuse quant à la manière dont les autres la percevaient, mais elle a choisi d'ignorer toute négativité et de l'utiliser comme motivation. Elle a évoqué des expériences de discrimination de genre en grandissant, notant des moments où les gens préféraient demander l'avis de son frère aîné plutôt que le sien. Michelle a maintenu une place sur le tableau d'honneur pendant toute sa scolarité, s'est inscrite à des cours de niveau avancé, a été membre active de la Société nationale des honneurs et a occupé le poste de trésorière du conseil étudiant. Elle a terminé son éducation secondaire en 1981 en tant que deuxième élève de sa classe de finissant. Après l'obtention de son diplôme, comment pensez-vous que la carrière de Michelle a commencé? Éducation et début de carrière. Robinson a décidé de s'inscrire à l'université de Princeton en 1981. Encouragée par son frère, elle a choisi une spécialisation en sociologie et une mineure en études afro-américaines, aboutissant à un baccalauréat S-Arts obtenu avec distinction en 1985. Ses réalisations académiques incluent la rédaction d'une thèse de 99 pages intitulée « Princeton Educated Blacks in the Black Community », supervisée par Walter Wallace. Robinson se souvient que plusieurs de ses enseignants du lycée avaient tenté de la décourager d'y postuler, la mettant en garde contre le fait de viser trop haut. Elle suggère que le fait d'avoir un frère, qui avait été un étudiant brillant à Princeton, ayant obtenu son diplôme en 1983, a peut-être aidé dans le processus d'admission, mais elle était déterminée à prouver ses capacités. Robinson a mentionné qu'elle se sentait submergée au cours de sa première année, ce qu'elle attribue au fait qu'aucun de ses parents n'avait terminé l'université et à son manque d'exposition à un environnement universitaire. La mère d'une colocataire blanche aurait tenté de faire réaffecter sa fille en raison de la race de Michelle. Selon Michelle, c'est à Princeton qu'elle a commencé à être plus consciente de son appartenance ethnique. Malgré les efforts de ses pairs et de ses professeurs pour interagir avec elle, elle ressentait encore un sentiment de détachement sur le campus. De plus, il y avait des préoccupations liées à la classe socio-économique. Michelle se souvient de sa surprise en rencontrant des étudiants universitaires qui possédaient des BMW, un mode de vie auquel elle n'était pas habituée en grandissant. Pendant son séjour à Princeton, Robinson s'est activement impliqué dans le Third World Center, aujourd'hui connu sous le nom de Carl A. Fields Center. Ce groupe académique et culturel offrait un soutien aux étudiants issus de minorités. Elle était responsable de la gestion de leur centre de garde d'enfants, qui proposait également des séances de tutorat après l'école pour les enfants plus âgés. Robinson a remis en question les méthodes d'enseignement traditionnelles utilisées pour l'apprentissage du français, plaidant pour une approche plus conversationnelle. Pour satisfaire les exigences de son diplôme, elle a mené des recherches et rédigé une thèse de sociologie intitulée « Princeton Educated Blacks and the Black Community ». Pour collecter des données pour sa thèse, elle a distribué un questionnaire aux anciens élèves afro-américains, leur demandant leur perception et leur confort par rapport à leur race avant et après avoir fréquenté l'université de Princeton.
Malgré un faible taux de réponse, avec moins de 90 anciens élèves ayant participé à l'enquête sur 400 destinataires, les conclusions de Robinson ne correspondaient pas à son hypothèse initiale, selon laquelle les diplômés noirs conserveraient des liens forts avec la communauté afro-américaine, même après avoir fréquenté une université d'élite avec tous les avantages associés. Robinson s'est consacré à poursuivre ses études et a obtenu avec succès son diplôme de Juris Doctor, JD, de la Harvard Law School en 1988. Selon le biographe Bond, Robinson a montré une nouvelle confiance lorsqu'elle a postulé à la Harvard Law, car elle croyait fermement qu'elle méritait sa place dans le programme. À Harvard, elle a été mentorée par Charles Ogletree, qui a noté qu'elle avait résolu le conflit interne qu'elle avait rencontré à Princeton, à savoir s'en tenir aux attentes de ses parents ou maintenir son identité. À Princeton, elle a finalement réalisé qu'elle pouvait embrasser à la fois son intelligence et son identité noire. Pendant son séjour à l'université Harvard, Robinson a participé à des manifestations en soutien au recrutement de professeurs issus de communautés minoritaires sous-représentées. De plus, elle a travaillé au Harvard Legal Aid Bureau, où elle a aidé des locataires défavorisés à naviguer dans les questions juridiques liées au logement. Robinson est la troisième première dame à détenir un diplôme de troisième cycle, suivant les traces de ses prédécesseurs Hillary Clinton et Laura Bush. En réfléchissant à son parcours académique, Robinson a exprimé sa gratitude pour les opportunités inattendues que cela lui a offertes. La carrière de Michelle après avoir terminé ses études de droit, Obama a commencé sa carrière professionnelle en tant qu'associée au cabinet d'avocats Sidley & Austin à Chicago, où elle a rencontré son futur époux, Barack. Pendant son mandat au cabinet, elle s'est spécialisée en droit du marketing et de la propriété intellectuelle. Bien qu'elle conserve encore sa licence juridique, Obama a choisi de la maintenir dans un état inactif depuis 1993, car elle n'est plus essentielle à son emploi actuel. En 1991, elle a occupé des postes municipaux au sein du gouvernement de la ville de Chicago, en tant qu'assistante du maire et commissaire adjointe à la planification et au développement. Par la suite, en 1993, elle a assumé le poste de directrice exécutive pour le bureau de Chicago de Public Allies, une organisation caritative qui encourage l'implication des jeunes dans le traitement des problèmes sociaux au sein des organisations à but non lucratif et des entités gouvernementales. Pendant son mandat, qui a duré près de 4 ans, elle a obtenu un succès exceptionnel en matière de collecte de fonds, avec des records qui sont restés inégalés pendant 12 ans après son départ. Obama a exprimé qu'elle n'avait jamais ressenti un tel contentement dans sa vie avant son implication dans la construction de Public Allies. En 1996, Obama a occupé le poste de doyenne associée des services aux étudiants à l'Université de Chicago, période pendant laquelle elle a créé et supervisé le centre de services communautaires de l'université. En 2002, elle a pris un rôle à l'Université des hôpitaux de Chicago, où elle a d'abord servi comme directrice exécutive des affaires communautaires. En mai 2005, elle a été promue au poste de vice-présidente des affaires communautaires et externes de l'institution. Pendant la campagne primaire de 2008, elle a maintenu son rôle à l'Université des hôpitaux de Chicago, mais a réduit ses heures à temps partiel afin de consacrer plus de temps à ses filles et de soutenir la campagne politique de son mari. Par la suite, elle a décidé de faire une pause temporaire dans son emploi. D'après la déclaration de revenus du couple en 2006, ses gains ont été déclarés à 273 600 $ grâce à son poste aux hôpitaux de l'Université de Chicago. Le revenu total des Obama cette année-là s'élevait à 991 296 $, incluant 51 200 $ supplémentaires obtenus grâce à son rôle au conseil d'administration de Treehouse Foods, ainsi que les revenus des œuvres littéraires de Barack sous forme d'investissements et de redevances. Obama a siégé en tant que membre rémunéré du conseil d'administration de Treehouse Foods Inc., un important fournisseur de produits pour Walmart. Après que son mari est devenu sénateur,
Elle a conservé ce rôle jusqu'à ce qu'elle mette fin à sa participation peu de temps après que son mari a annoncé sa candidature à la présidence. Lors d'une critique virulente des pratiques de travail de Walmart, lors d'un forum de l'AFL-CIO à Trenton, dans le New Jersey, le 14 mai 2007, la position d'Obama contre la société est devenue claire. De plus, elle a occupé un poste au conseil d'administration du Chicago Council on Global Affairs. En 2021, l'ex-première dame a annoncé sa transition progressive vers la retraite. Malgré sa participation continue aux campagnes politiques, elle a exprimé son intention de réduire sa charge de travail pour consacrer plus de temps à son époux. Avant d'aller plus loin, examinons la jeunesse de Barack. La jeunesse de Barack. Barack Obama est né le 4 août 1961 au Kapi'olani Medical Center for Women and Children à Honolulu, Hawaï, faisant de lui le seul président né en dehors des 48 États contigus. Sa mère était une Américaine de 18 ans et son père un Kenyan de 27 ans. Né à Wichita, Kansas, sa mère, Anne Dunham, avait des ancêtres d'origine anglaise, galloise, allemande, suisse et irlandaise. Une recherche menée en 2007 a révélé que son arrière-arrière-grand-père, Falmouth Kearney, avait émigré de Moneygall, Irlande, aux États-Unis en 1850. De plus, une étude réalisée par Ancestry.com en juillet 2012 a suggéré une forte possibilité que Dunham soit lié à John Punch, un esclave africain vivant dans la colonie de Virginie au XVIIe siècle. Le père de Barack Obama Sr., appartenait à la tribu Luo au Kenya et était marié au moment de la naissance de son fils. Originaire de Nyangoma Kogelo, son nom de famille Obama dérivait de son héritage Luo. Les parents de Barack Obama se sont rencontrés en 1960 lors d'un cours de langue russe à l'université d'Hawaï à Manoa, où son père poursuivait ses études en tant qu'étudiant étranger bénéficiant d'une bourse. Le couple s'est marié à Wailuku, Hawaï, le 2 février 1961, quelques mois avant la naissance de Barack Obama. À la fin du mois d'août 1961, peu de temps après sa naissance, Barack et sa mère ont déménagé à l'Université de Washington à Seattle, où ils ont résidé pendant 1 an. Pendant cette période, le père de Barack a terminé son baccalauréat en économie à Hawaï, obtenant son diplôme en juin 1962. Par la suite, il est parti à l'université Harvard avec une bourse pour poursuivre une maîtrise en économie. Les parents d'Obama se sont séparés en mars 1964. Obama Sr. est retourné au Kenya en 1964, où il s'est remarié pour la 3e fois et a obtenu un poste d'analyste économique principal au ministère des Finances du gouvernement kenyan. Il n'a rendu visite à son fils à Hawaï qu'une seule fois, pendant Noël en 1971, avant de tragiquement décéder dans un accident de voiture en 1982, alors qu'Obama avait 21 ans. Réfléchissant à son enfance, Obama a noté que le contraste saisissant entre l'apparence de son père et celle des gens autour de lui ne lui avait guère marqué l'esprit dans sa jeunesse. Il a détaillé les défis auxquels il a été confronté en tant que jeune adulte pour réconcilier les perceptions sociétales de son origine raciale mixte. En 1963, Dunham a rencontré Lolo Soetoro à l'université d'Hawaï. Lolo était un étudiant indonésien en géographie au East West Center. Le couple s'est marié le 15 mars 1965. Après avoir obtenu 2 prolongations d'1 an de son visa J1, Lolo est parti pour l'Indonésie en 1966. Son épouse et son beau-fils l'ont rejoint 16 mois plus tard, en 1967. Initialement, la famille vivait dans le quartier de Menteng Dalam, dans le district de Tebet, dans le sud de Jakarta. À partir de 1970, ils ont déménagé dans un quartier plus aisé, situé dans le district de Menteng, au centre de Jakarta. À l'âge de 6 ans, Barack Obama et sa mère ont déménagé en Indonésie pour rejoindre son beau-père. De 6 à 10 ans, il était inscrit dans des écoles sous le nom de Bari et a fréquenté des établissements locaux en langue indonésienne, Sekolah Dasar Catholique
Santo Franciscus Assisi, école élémentaire catholique Saint-François d'Assise, pendant 2 ans, et Sekolah Dasar Negeri Menteng Zerian, école élémentaire publique Menteng Zerian, pendant 1 an et demi, accompagné de cours à domicile en anglais dispensés par l'école Calvaire, fournie par sa mère. En raison de sa résidence à Jakarta pendant 4 ans, il a acquis une certaine maîtrise de la langue indonésienne. Pendant son enfance en Indonésie, le beau-père d'Obama lui a enseigné des leçons de résilience et lui a donné une compréhension réaliste du fonctionnement du monde. En 1971, Obama est retourné à Honolulu et a vécu avec ses grands-parents maternels, Madeleine et Stanley Dunham. Il a fréquenté l'école Punahou, une institution privée exclusive, de la 5e à sa remise de diplôme en 1979, grâce à une bourse qu'il a reçue. Pendant ses années de lycée, Obama a continué à utiliser le nom Barry jusqu'à son voyage au Kenya en 1980. Entre 1972 et 1975, Obama a vécu à Hawaï avec sa mère, Anne Dunham, et sa demi-sœur, Maya Soetoro, tandis que sa mère poursuivait un diplôme d'études supérieures en anthropologie à l'Université d'Hawaï. En 1975, Obama a décidé de rester à Hawaï, même après que sa mère et sa sœur soient retournées en Indonésie pour que sa mère puisse commencer son travail de terrain en anthropologie. Sa mère a passé une grande partie des 2 décennies suivantes en Indonésie, finalisant son divorce avec Lolo Soetoro en 1980 et obtenant finalement un doctorat en 1992. Tragiquement, elle est décédée en 1995 à Hawaï après un traitement infructueux pour un cancer de l'ovaire et de l'utérus. Pendant son séjour à Honolulu, Obama a exprimé par écrit que l'opportunité offerte par Hawaï de s'engager avec diverses cultures dans une atmosphère harmonieuse avait considérablement façonné ses perspectives, servant de fondement aux principes qu'il chérissait le plus. Obama a également révélé avoir consommé de l'alcool, de la marijuana et de la cocaïne pendant son adolescence, comme un moyen d'échapper aux interrogations sur son identité. De plus, Obama était affilié à la Chum Gang, une référence familière à un groupe d'amis qui se réunissaient pour consommer de la marijuana. Mitchell a rencontré Barack Obama chez Sidley Austin LLP, un cabinet d'avocats où ils étaient parmi les rares Afro-Américains présents, certaines sources suggérant qu'ils n'étaient que 2, bien que d'autres employés de la même ethnie travaillaient dans des départements séparés. Robinson a été chargé de guider Obama pendant son stage d'été. Leur première interaction a eu lieu lors d'un déjeuner d'affaires, suivi de leur participation à un rassemblement d'une organisation communautaire où Obama a fait une impression positive durable sur Robinson. Michelle avait exprimé à sa mère son intention de se concentrer uniquement sur sa carrière avant de rencontrer Obama. Leur premier rendez-vous consistait à regarder le film de Spike Lee, Do the Right Thing, en 1989. Selon Barack Obama, leur attraction mutuelle au début provenait de leurs caractéristiques contrastées, Michel ayant eu une éducation stable dans un foyer à 2 parents, tandis qu'il avait une personnalité plus aventureuse. Leur mariage a eu lieu le 3 octobre 1992. Après une fausse couche, Michel a eu recours à la fécondation in vitro pour concevoir leur fille, Malia Anne, née en 1998, et Natasha, surnommée Sacha, née en 2001. La carrière politique de Barack Obama se caractérise par une série de réussites novatrices et d'impacts considérables sur la politique américaine. Il est né le 4 août 1961 à Honolulu, Hawaï. Et son engagement en politique a commencé après qu'il ait terminé ses études à la Harvard Law School, où il a obtenu la distinction d'être le premier président afro-américain de la Harvard Law Review. Obama a commencé sa carrière professionnelle en tant qu'organisateur communautaire dans la ville de Chicago, avant de passer à une carrière d'avocat en droit civique. Son aventure en politique a commencé en 1996, lorsqu'il a réussi à obtenir un siège au Sénat de l'État de l'Illinois. Pendant son mandat au Sénat de l'État, Obama s'est concentré sur l'amélioration des prestations de santé, la promotion des initiatives d'éducation de la petite enfance et le plaidoyer pour des réformes au sein du système de justice pénale.
Son approche en tant que législateur était caractérisée par un style pragmatique et articulé qui lui permettait de collaborer efficacement avec des personnes de diverses affiliations politiques. En 2004, Barack Obama a connu une augmentation significative de sa stature politique après son discours clé à la Convention nationale démocrate. Ce discours a considérablement accru sa reconnaissance nationale, aboutissant finalement à sa candidature réussie au Sénat américain plus tard cette même année. En tant que sénateur, Obama a concentré ses efforts sur la rédaction de mesures visant à améliorer la transparence du gouvernement, à augmenter les avantages pour les anciens combattants et à plaider pour la non-prolifération nucléaire. La campagne présidentielle d'Obama en 2008 a été d'une importance historique, axée sur les thèmes de l'espoir et du changement. Son message a trouvé un écho auprès d'un large éventail d'électeurs, attirant notamment les jeunes et les minorités. Le 4 novembre 2008, il a marqué l'histoire en devenant le 44e président des États-Unis, ce qui représente la première fois qu'un Afro-Américain accède à la plus haute fonction de la nation. Pendant sa présidence, des lois importantes telles que l'Affordable Care Act, conçu pour étendre la couverture de santé à des millions d'Américains non assurés, ont été promulguées. De plus, la loi Dodd-Frank, une législation majeure visant à réglementer Wall Street et à prévenir de futures crises financières, a également été adoptée sous son mandat. Obama, réélu pour un second mandat en 2012, a continué à soutenir des initiatives progressistes telles que les efforts pour lutter contre le changement climatique, la réforme de la politique d'immigration et la promotion de l'égalité du mariage. Pendant sa présidence, il a mené à bien la mission qui a conduit à l'élimination d'Oussama Ben Laden et a joué un rôle clé dans la sécurisation de l'accord nucléaire iranien, faisant partie de ses réussites en politique étrangère. À la fin de son mandat présidentiel en 2017, Obama a continué d'avoir un impact sur les débats publics en utilisant sa fondation et de nombreuses interventions publiques. Maintenant, parlons de la famille entière. La famille Obama résidait dans le quartier Southside de Chicago, où Barack travaillait comme professeur à la faculté de droit de l'Université de Chicago. Il a été élu au Sénat de l'État en 1996 et plus tard au Sénat des États-Unis en 2004. Au lieu de déménager à Washington, D.C. après l'élection de Barack, ils ont choisi de rester à Chicago, croyant que ce serait dans le meilleur intérêt de leur fille. Pendant la campagne présidentielle de son mari en 2008, Michelle Obama s'est engagée à limiter ses absences de la maison, s'engageant à ne passer qu'une nuit par semaine loin de chez elle, à faire campagne 2 jours par semaine et à rentrer chez elle à la fin du 2e jour. Elle a une fois demandé à son fiancé de rencontrer Valerie Jarrett, qui était sa future employeuse, alors qu'elle envisageait sa première opportunité professionnelle. Jarrett est ensuite devenue une proche conseillère de son mari. Le mariage du couple a connu des hauts et des bas en raison des défis liés à la gestion de leur famille grandissante et des exigences de la carrière politique émergente de Barack. Dans son 2e livre, The Audacity of Hope, Thoughts on Reclaiming the American Dream, Barack Obama a révélé que leurs horaires intenses laissaient peu de temps pour la communication ou les moments romantiques. Malgré la surcharge due aux engagements familiaux et professionnels, le couple a fait des efforts pour privilégier des soirées régulières en amoureux lorsqu'ils vivaient à Chicago. Les filles des Obama ont été inscrites dans les écoles de laboratoire de l'Université de Chicago, une institution privée. Michelle, en tant que membre du conseil de l'école, a défendu la diversité au sein du corps étudiant, alors que d'autres membres du conseil affiliés à l'Université de Chicago souhaitaient privilégier les admissions pour les enfants des professeurs de l'université. Cette défense a finalement conduit au développement d'un plan visant à élargir l'école pour accueillir davantage d'élèves. Après leur déménagement à Washington, D.C., Malia et Sacha ont fréquenté l'école Sidwell Friends, tout en ayant également envisagé l'inscription à Georgetown Day School. Lors d'une apparition dans The Ellen DeGeneres Show en 2008, Michelle a déclaré qu'il n'était pas prévu d'avoir d'autres enfants. Les Obama ont sollicité des conseils sur l'éducation des enfants à la Maison-Blanche auprès des anciennes premières dames Laura Bush,
Rosalynn Carter et Hillary Clinton. Pour soutenir les soins aux enfants, Marianne Robinson, la mère de Michelle, a emménagé à la Maison-Blanche. Que pensez-vous des fonctions de Michelle Obama en tant que première dame? Michelle Obama, en sa qualité de première dame, a assumé un éventail diversifié de responsabilités qui englobe le soutien de diverses causes importantes et le rôle de représentante des États-Unis sur les scènes nationales et mondiales. Ses principales tâches consistaient à soutenir les objectifs politiques de son mari et à participer à des actions caritatives. Elle a lancé l'initiative Let's Move pour lutter contre l'obésité infantile en promouvant des habitudes alimentaires saines et l'exercice régulier. De plus, Michelle a dirigé le programme Joining Forces, en collaboration avec Dr. Jill Biden, visant à aider les familles militaires, les anciens combattants et le personnel militaire actif. En outre, elle a soutenu l'éducation grâce à la mise en œuvre du programme Reach Higher, qui avait pour objectif de motiver les jeunes à poursuivre des études et un développement professionnel. L'initiative Let Girls Learn, qu'elle a également dirigée, a mis en lumière les opportunités éducatives pour les adolescentes à l'échelle internationale en s'attaquant aux obstacles à l'éducation à l'échelle mondiale. Michelle Obama a également assumé les responsabilités de maîtresse de maison pour les événements officiels, gérant les fonctions sociales et cérémonielles de la Maison-Blanche. Ses discours et son engagement médiatique ont renforcé l'impact de ses efforts militants. Les rumeurs, Michelle a confirmé. Malgré la forte connexion et le respect qu'ils partagent, il y a eu des rumeurs occasionnelles d'infidélité et de possibles séparations dans le couple de Barack et Michelle Obama. Michelle Obama a ouvertement discuté des défis qu'ils ont rencontrés dans leur mariage, partageant dans une interview avec elle qu'ils avaient de suivi une thérapie de couple pour renforcer leurs liens. Cette franchise a souligné leur dévouement l'un envers l'autre et leurs efforts conjoints pour surmonter les difficultés. Avant d'épouser Michelle, Barack Obama a eu une relation amoureuse importante qui a suscité à la fois des spéculations et des débats. Le livre Rising Star, The Making of Barack Obama de David Garrow révèle que Barack a été impliqué dans une relation amoureuse avec Sheila Miyoshi Jagger dans les années 1980. Jagger, actuellement professeur au Oberlin College, s'est souvenu de leur lien émotionnel fort, mentionnant qu'ils partageaient un espace de vie. Cette relation proche a suscité des soupçons selon lesquels Barack aurait pu être impliqué avec Jagger au début de sa relation avec Michelle. La relation de Barack avec Jagger était significative au point qu'il lui a demandé sa main à 2 reprises, mais elle a refusé chaque fois en raison de sa jeunesse et des préoccupations de sa famille. Leur relation, qui s'est terminée en 1987, alors que Barack se concentrait sur ses ambitions politiques et que Jagger s'installait en Corée du Sud, a constitué un chapitre important dans sa vie personnelle. Peu de temps après leur séparation, Barack a rencontré Michelle Robinson, une rencontre qui aurait un impact profond sur sa vie. En tant que superviseur de Barack dans un cabinet d'avocats à Chicago, Michelle a rapidement impressionné Barack par son attrait physique et son acuité intellectuelle, menant à leur relation amoureuse officielle en 1989. Le récit a pris une direction différente lorsque Jagger est revenu aux États-Unis en 1990 pour occuper un poste à l'université Harvard. Barack aurait continué à correspondre avec Jagger par lettres, exprimant ses émotions persistantes, même s'il était déjà engagé avec Michelle. Jagger a avoué avoir rencontré Barack de manière sporadique pendant cette période, ce qui a conduit à des insinuations d'infidélité. Néanmoins, en 1991, Jagger avait tourné la page, entamant une nouvelle relation amoureuse et laissant derrière elle son passé avec Barack. Ces rencontres rapportées et la correspondance entre Barack et Jagger ont alimenté de nombreuses spéculations concernant sa fidélité. Malgré les affirmations sensationnelles, ni Barack ni Michelle Obama n'ont publiquement confirmé ou démenti ces rumeurs, préférant se concentrer sur leur engagement durable l'un envers l'autre et envers leur famille. Leur histoire, bien qu'elle ne soit pas exempte de complexité, met en lumière le fait que même les relations les plus en vue rencontrent des obstacles. Les Obama ont fait preuve d'endurance,
de franchise et d'une affection profonde, ce qui leur a permis de surmonter à la fois les difficultés personnelles et publiques. Leur progression, depuis les premières étapes de leur relation jusqu'à leur statut de couple parmi les plus respectés de l'histoire, témoigne de leur force et de leur cohésion. Les parcours de vie de Barack et Michelle Obama sont marqués par des réalisations significatives, une grande affection mutuelle et un engagement inébranlable envers l'un l'autre et leurs principes. Leur impact durable sert d'inspiration à d'innombrables personnes dans le monde entier, démontrant que le leadership authentique et l'amour peuvent triompher des obstacles les plus redoutables. Malgré les rumeurs persistantes et un examen public intense, les Obama restent un symbole d'optimisme, de force et du potentiel transformateur inhérent à un engagement indéfectible et à la solidarité. Quelles sont vos pensées? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, aimez et abonnez-vous et cliquez aussi sur la prochaine vidéo affichée à l'écran.